des deux régions anglophones. Le quotidien Cameroun Tribune parle de session parlementaire, suspense, écrit le journal, encore quelques heures et le voile sera levé évidemment sur la session qui s'ouvre ce jour à l'Assemblée nationale. Accélération de la décentralisation, le journal pose la question. Statut spécial des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, révision de la Constitution. Wait and see, conclut le journal. Le quotidien Le Jour revient sur le ministre de l'administration territoriale, parle 12 coups d'Atangandi, évocation des frasques du ministre de l'administration territoriale, dont la dernière en date est la destitution du chef traditionnel, Sa Majesté Biloa Efa. Et ce titre qui est d'ailleurs aussi en une du quotidien Le Jour, des chefs traditionnels se prononcent. On a lu cette sulfureuse, on a lu cette abondante sortie de Sa Majesté Célestin Bédigui, par ailleurs président du Parti pour l'Alliance libérale. Et enfin, le journal parle de la crise anglophone avec la position du Conseil de sécurité des Nations Unies qui demande aux partis en conflit d'ouvrir des corridors humanitaires pour faciliter l'accès aux personnes nécessiteuses. Voilà ce qu'on peut retenir de cette revue thématique, même si le quotidien Le Messager a mis en sa une Bombo Dioya entre impuissance et incompétence, parlant de la gestion de la FECAFOOT. Voilà pour ce qui est donc de la revue de presse ce matin. Bonjour Camille Nélé, bienvenue à la revue des grandes unes. Jean-Paul Chounier, bonjour. Bonjour Georges Semé, bonjour téléspectateurs de Kinox Télévision. L'actu qui vous a marqué? L'actu qui m'a marqué surtout ce matin, c'est, malheureusement nous n'en parlons pas, c'est cette interview accordée par le ministre Bidoum Pat à un journal de la place et dans laquelle il semble donner des révélations assez spectaculaires sur l'échec, sur le glissement de la CAN 2019. De la CAN 2019 et surtout sur ce qui ennuie ce stade Paul Biya Dolembe qui n'arrive toujours pas à être achevé. Donc ça doit être très intéressant. Moi, dès que je sors ici, je vais chercher ce journal. Mais quand c'est tout un ancien ministre des Sports qui se lâche dans un journal aujourd'hui pour commencer à dire ce qui se passe, je pense que c'est très très intéressant parce que après le scandale de Dolembe Gate, il faudra bien aussi qu'on regarde un peu les autres scandales, notamment comment est-ce que Bafoussam a pu être complètement éliminé de la liste de la chaîne et comment est-ce que le stade de Bafoussam n'est pas fini, comment est-ce que les hôtels, il n'y a pas d'hôtel de Bafoussam alors qu'il y a un hôtel Ntoko que l'on connaît qui était un hôtel 5 étoiles qui a même été retenu mais qu'on a balayé au dernier moment. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à dire mais malheureusement on nous donne l'impression que on ne doit rien dire ni sur le glissement ni sur Camille, quand on observe de même que sur les réseaux sociaux, il y a cette interview qu'il avait accordée à Africa 24 où le ministre Bidoum Pat disait que effectivement, comme l'a dit le chef de l'État sur ces autres institutions, la CAN se tiendra effectivement le jour dit. Et cette interview est en train de passer en boucle dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire pour démontrer qu'à ce moment-là, il était péremptoire, il était affirmatif. Donc on espère qu'aujourd'hui, c'est pas une position peut-être d'aigreur où il a été totalement sorti du couloir des sports pour être balancé à la culture. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. Georges Semé, bonjour et bienvenue à la revue de Grande Une. Merci, bonjour à vous Jean-Paul, bonjour doyen Camille. L'actu qui vous a marqué? Alors l'actu qui m'a marqué cette semaine est depuis lundi, les journaux en font abondamment état et nos confrères de l'Heure du Sahel en ont fait état encore aujourd'hui en parlant de ce feu qui couvre au sein du RDPC en rapport avec les investitures et la publication des listes. Le feu couvre effectivement dans ce parti qui est parfois considéré à juste titre d'ailleurs comme le parti le plus puissant du Cameroun, le parti le mieux structuré, le parti qui regorge le plus de ressources humaines politiques, mais on se rend aujourd'hui compte que il est complètement en lambeaux. Avec un personnel sérieux politique qui a aussi vieilli. Voilà, ça, je vous fais grâce de ces mots, mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui au RDPC peut avoir un impact sur le plan national. Sur le plan national, d'abord au sein de l'ECAM, mais sur le plan national, sur le taux de participation à l'éventuelle élection de février 2020. On va prendre deux cas pour illustrer cela. Prenons le cas des législatives. C'est un cas que j'ai pris au hasard. Centre, par exemple. Il y a que des investitures ont été effectuées et à l'issue de ces investitures, un rapport a été adressé à la commission régionale. Il y avait un ordre de candidats qui avait été arrêté et entériné par
le président départemental. Mais arrivé au niveau régional, malheureusement, cet ordre a encore été bouleversé. Ça, c'est le cas de la liste d'Or Collins. D'Or Collins avec Adon Stoney et Mme Sopor Touté qui, à la première investiture, avait un ordre précis. Mais arrivé donc au niveau de la régionale et au niveau central, il y a eu un bouleversement de cet ordre. Vous vous rendez donc compte que, ça c'est le cas des législatives, je peux citer, pour moi en ce qui concerne les municipales. Georges Semé, qu'est-ce qui s'est-il passé? Il y a donc une tension aujourd'hui. Non, le ministre Ngali Bibé s'occupe plus de la supervision des élections municipales. C'est important à savoir. C'est une autre personne qui s'occupe de la supervision des législatives. Donc, il y a donc eu ce cas à Vouly-Centre. On peut citer le Mayo Saba, on peut citer d'autres circonscriptions législatives. Mais je pense qu'aujourd'hui, au sein du RDPC, qui se dit être un parti puissant, il y a une tension perceptible entre les responsables communaux, les responsables départementaux, les responsables régionaux et la hiérarchie. Tout le monde se regarde en chien de faïence. Et dans ce jeu, la base promet parfois des votes. Voilà. Et la conséquence, c'est que, d'abord sur le plan des rapports qu'il y a entre ELECAM et les partis politiques, vous l'avez vu, avec ce retard scandaleux dans la publication des listes électorales, et qui finalement, c'est plutôt les listes des partis politiques qui sont en liste à ces élections qui ont été publiées. Donc, ça veut dire que le RDPC a bloqué du fait de ces mésententes la sortie normale des listes électorales. Mais il y a aussi un impact qui est encore plus national. Et là, ça a trait au scrutin lui-même. On risque, bien évidemment, d'avoir un taux de participation très bas. Non seulement du fait du désamour des Camerounais à la chose politique, du fait du boycott du MRC, parce qu'il faut compter avec, mais surtout également du fait qu'au sein même du RDPC, certains disent qu'ils vont voter pas du tout, ils ne vont pas voter, ou quand ils vont voter des bulletins nuls, ou alors simplement des votes sanctions pour faire passer l'opposition. Comme ce qu'on avait vécu avec la mairie de Yabassi. Exactement. Donc, il y a donc un mélodrame qui se joue au sein du RDPC. J'ai cité Vouly-Centre, je peux citer Pouma également, à Mayo Sava. Donc, ça veut dire quand même que il y a péril en la demeure au sein du RDPC, et c'est ce spectacle assez déshonorant que nous offre ce parti qui dit être le parti le plus puissant et le mieux installé sur toutes les circonscriptions. Dans tous les cas, Georges Semé, vous m'avez pratiquement imposé l'ordre du jour. C'était juste pour... Mais je l'ai laissé parce que c'est un vendredi, donc c'est un vendredi anglais, je vous le laisse. Alors, Camille Nélé, sur ce que vient d'énumérer effectivement Georges Semé, on va demander aux téléspectateurs qui attendaient qu'on démarre par la session, mais l'ordre du jour, un autre ordre du jour nous a été imposé, c'est pas grave. Ce que vient de décrire Georges Semé, il y a le cas de Marion Goni dans le Logon-Echari. Il y a eu 4 listes du RDPC, elle n'était présente nulle part. À l'arrivée, son nom s'est retrouvé sur la liste en 3e position. Comment expliquer ça, Camille Nélé? Jean-Paul Chiot, est-ce qu'on explique l'inexplicable? Une illustration parfaite donc de ce que Georges Semé vient de décrire. Vous ne pouvez pas expliquer un phénomène magique. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend une baguette, qui tape sur le micro, et le micro se transforme en téléphone. Vous aurez beau vous triturer les méninges, moi vous ne l'expliquerez pas. Et c'est ce qui se passe dans le RDPC. Et c'est ce que Georges Semé vient de décrire de manière vraiment éclatante. Il y a tellement de choses qu'on n'arrive pas à comprendre, surtout au terme de ces investitures, qu'on se demande exactement si ce parti est conscient des véritables enjeux sur le terrain. C'est vrai qu'il est présent, notamment au niveau des législatives, sur 85 circonscriptions, et que sur ces 85 circonscriptions, il est présent tout seul dans 53 circonscriptions où il n'aura pas de concurrent, dont il est sûr de la victoire. Mais moi, je pense que les tensions internes, les frustrations internes, et surtout les fureurs qu'ont déclenché ces investitures peuvent avoir un impact, sinon sur l'élection, mais même pour l'avenir de ce parti. Georges Semé, avant que vous ne reveniez là-dessus, le quotidien Le Messager, qui a parlé du RDPC, un mammouth mal en point. Le journal, je peux vous lire quelques passages, le journal indique que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti le plus représentatif dans les différentes institutions politiques, massivement représenté, même trop représenté, ressemble par ce fait à une personne nantie qui s'empiffre à volonté, révulsée par les prescriptions diététiques pour une vie saine. Bien, écoutez, c'est un titre qui m'intéresse
suffisamment, et ça confirme ce que je disais, parce que le mammouth, effectivement, c'est le RDPC qui a la même mise politique et l'occupation spatiale politique dans toutes les circonscriptions du Cameroun, qu'il s'agisse des circonscriptions municipales ou législatives, et au Sénat, bien sûr. Et je crois que c'est un problème sur lequel nous devons nous pencher, parce que certains qualifient parfois, à tort, de RDPC d'être un parti-État. Un parti-État, tout simplement parce que au sein de l'activité du RDPC a un impact direct, qu'il soit positif ou négatif, sur le fonctionnement de l'État. Et je crois que cette fois-ci, moi, je vais leur donner raison, parce que on a l'impression qu'il y a une sorte d'embrigadement de la vie nationale par le RDPC. J'ai tout à l'heure pris l'exemple de l'ECAM. Mais quand vous avez un député qui est là depuis 40 ans, il refuse de partir. Je ne ferai pas le procès. Je ferai pas le procès. Je ferai pas le procès de ces députés dont vous parlez. Mais je dis simplement que l'activité en interne au sein d'un parti politique ne devrait pas avoir un impact, même si c'est le parti gouvernant. Ça ne devrait pas avoir un impact sur un État qui n'a absolument rien à voir avec les partis politiques. On l'a vu avec l'ECAM, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais on peut le constater aussi avec le fonctionnement de notre administration. Effectivement, nos confrères du Messager ont raison de dire que le mammouth est mal en point. Mal en point parce que c'est une véritable foire aux empoignes. Le cas de Vouri-Centre que j'ai appris tout à l'heure est l'arbre qui cache la forêt en matière de législative. Mais dans les municipales, il y a des cas qu'on peut illustrer à longueur de journée. Et le plus inquiétant, c'est que il y a une circulaire qui a été rendue publique par le président national du RDPC, qui est le président de la République, qui est systématiquement violée au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional et au niveau central. Alors, c'est à bien se demander si ce parti, qu'on présente comme un parti très puissant, membre du bureau politique. Effectivement, voilà, on le présente comme un parti puissant, bien structuré, avec des hommes politiques aguerris, et encore ce parti puissant, bien structuré, et avec des hommes politiques aguerris. Au fait, à la lumière des faits qui nous sont présentés aujourd'hui par divers médias, on se rend bien évidemment compte que le RDPC, au lieu d'être un mammouth, est aujourd'hui un géant au pied d'argile. Un géant au pied d'argile. Alors, on sort donc de ce sujet, Camille Nélé, pour parler de la session extraordinaire qui s'ouvre aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Dieudonné Somba, économiste, brillant économiste, qui parle de session spéciale du Parlement. Dernier espoir pour sauver le Cameroun. Je peux vous donner quelques indications. Dieudonné Somba qui dit en effet le régime Biya a été l'objet d'une intense pression diplomatique pour renvoyer les élections et se donner le temps d'apaiser les tensions au nord-ouest et au sud-ouest en mettant en application le statut spécial recommandé lors du Grand Assemblée nationale. Le gouvernement qui n'aime pas se dédire, ne pouvant pas se renvoyer l'élection, tient certainement à faire plaisir à la communauté internationale et indiquant que l'adoption de ces statuts relatifs à ce statut spécial de manière à alléger la pression internationale. Ainsi, la question essentielle reste, même si telles lois sont adoptées, est-ce que cela va entraîner la fin de la sécession, au moins en réduire la violence? La réponse est non, dit Dieudonné Somba, indiquant que ceux qui aujourd'hui s'activent à montrer que le président de la République a raison et tout, c'est les mêmes qui hier niaient l'existence du problème anglophone et que du coup les sécessionnistes pensent que c'est par la force qu'il faut obtenir des parcelles de liberté du régime en place. J'ai toujours apprécié les points de vue de Dieudonné Somba, qui sont des points de vue assez froids, pertinents, et il est vrai, parfois iconoclastes, mais qui sont très très intéressants. Et quand on lit sa contribution dans ce numéro du Messager, sa conclusion est simple. La fédération est la seule chance pour le Cameroun. Mais c'est certainement dans la perspective de cette session qui s'ouvre demain, et de laquelle on attend beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé le titre de Cameroun Tribune qui a fait un seul titre. Suspense, parce que Cameroun Tribune estime qu'il n'était pas dans le secret de Dieu pour dire ce qui va se dire. Bien que dans les réseaux sociaux, dans les journaux et même sur les plateaux de télévision, c'est les uns et les autres qui s'escriment à avancer les thèmes et la fédération et les fameux délégués du gouvernement et le statut spécial. Bref, c'est chacun qui étale ses désirs, ses désirata, ses attentes et même ses caprices. Mais le Parlement va se réunir et on verra bien ce qui va en sortir. De toute façon, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas forcément sous la contrainte de la communauté internationale que le président de la République a décidé de convoquer cette session, tout simplement pour une raison simple.
une raison logique, c'est qu'il aurait été maladroit de sa part de réunir une session spéciale peut-être en janvier, laisser que l'année 2019 se termine après le dialogue national. Qui s'est déroulé en octobre. Voilà. Donc moi je pense que c'était l'occasion pour lui, ça entrait forcément dans son chronogramme, certainement de convoquer une session spéciale pour débattre d'un certain nombre de choses spécialement qui sont issues du grand dialogue national. C'est politiquement correct, c'est politiquement explicable. Bon, mais maintenant, si on veut nous faire croire que c'est la communauté internationale qui a tenu M. Biapa l'oreille pour lui dire que tu convoques, moi je dis que ça n'engage que ceux qui y pensent. Mais toujours est-il que cette session a été convoquée, il y a des choses très très importantes qui vont être débattues à l'intérieur et certainement adoptées. Et moi je pense que ces choses-là vont certainement dans le sens des attentes, de beaucoup d'attentes des Camerounais. C'est le plus important. Pour le reste, moi je pense que ce ne sont que des spéculations et des supputations. Georges Sémé, quand on regarde Dieudonné Somba, cette fois-ci dans les colonnes de la Nouvelle Expression, il dit « Je me tairai quand ce sera fini ». Il parle du problème anglophone et il indique qu'il le fait parce qu'il est encore possible de sauver les meubles et parce qu'il y a encore une solution et ses responsabilités l'obligent à asséner encore et asséner toujours dans l'espoir qu'on comprendra. Est-ce que finalement, Dieudonné Somba, dans cette démarche, lorsque la crise avait débuté, on avait dit que voilà, ça allait s'estomper. Malheureusement, on en est à 3 ans avec 3 000 morts, près de 500 000 déplacés internes. Est-ce que finalement, Dieudonné Somba, il ne faut pas l'écouter? Bien, je crois que Dieudonné Somba, c'est un brillant économiste que nous connaissons, mais il s'intéresse de plus en plus à l'actualité politique et ses sorties, que ce soit dans la presse écrites, que ce soit dans la télévision, sont assez pertinentes. Je crois qu'il faut l'écouter, comme il faut écouter la communauté internationale aussi, comme il faut écouter les journalistes, comme il faut écouter toute la classe politique et même la société civile. Je crois que c'est si aujourd'hui le président de la République a décidé de convoquer cette session extraordinaire, c'est parce qu'il a fait la synthèse de tous ses avis, de toutes ces réserves qui ont été portées par ce groupe d'acteurs, qu'il a décidé de convoquer cette session extraordinaire du Parlement, parce qu'il s'agit du Parlement. Et je pense que Dieudonné Somba a tout à fait raison de dire qu'on peut encore sauver les meubles. Beaucoup de choses ont été faites, on peut faire mieux. Et à l'issue du grand dialogue national, je crois, le président de la République avait tweeté, comme il en fait de plus en plus ces jours-ci, il avait tweeté en disant que les résolutions du grand dialogue allaient être appliquées. Mais il a posé des conditions. Il a parlé de l'objectivité, de leur opportunité d'abord, il a parlé de leur faisabilité, mais également il a pris en compte les moyens financiers de l'État du Cameroun. Et je crois que c'est dans cette ligne droite que rentre cette session qui a été convoquée aujourd'hui. Avant la session, il y a des mesures post-dialogue qui ont été prises. Par exemple, la libération des prisonniers de la crise post-électorale, la libération des prisonniers anglophones et un recrutement qui a été lancé, je crois, pour des traducteurs. Dieudonné Somba indique que c'est du saupoudrage, ça ne change. Non, je ne pense pas. Si ce n'était pas pris, on allait dire que le président est inerte, qui s'est encore endormi. Puisque la situation est presque au stade quand au moins on entame l'implémentation des résolutions du grand dialogue national, il faut quand même tirer un coup de chapeau. Mais il faut attendre le contenu même de ces actes que vont poser d'abord le Parlement, mais ensuite, par décret, le président de la République. La décentralisation sera certainement au centre de ces joutes aujourd'hui. Il y aura certainement également la question de la crise anglophone elle-même, et éventuellement, pourquoi pas le code électoral. Parce que il faut connaître quand même que le Cameroun, c'est un État unitaire décentralisé depuis 1996. C'est surtout, et je crois qu'il faut l'intégrer, un pays qui a deux systèmes, un système francophone et un système anglophone. Mais les aspirations, les réalités, les spécificités des anglophones n'ont pas toujours été suffisamment prises en compte. Sinon, pourquoi c'est aujourd'hui qu'on vient par exemple créer une section common law à l'ENAM et à la Cour suprême? Sinon, pourquoi c'est aujourd'hui qu'on traduit en anglais le code OHADA? Sinon, pourquoi c'est aujourd'hui qu'on veut recruter aujourd'hui des traducteurs et des mesures en C'est aujourd'hui qu'on prend une loi sur les langues officielles? Ça aurait pu être fait depuis 20 ou 25 ans. Et on n'en serait pas là aujourd'hui. Et ça participe de l'intégration de la minorité anglophone dans l'État unitaire. Mais il y a aussi que un peu comme cette minorité,
Exactement. Cette minorité devrait également intégrer la décentralisation. Et c'est là même le nœud gordien aujourd'hui du problème anglophone. Ils estiment que dans la décentralisation, leurs désirata ne sont pas pris en compte. Et la session d'aujourd'hui va certainement aboutir à un statut spécial, conformément non seulement à la réalité sociologique de notre pays, mais également conformément en droite ligne avec les résolutions du Grand Dialogue National. Voilà, et donc même si le ministre Jacques Famdongo qui a indiqué qu'il faut 3500 milliards pour reconstruire les régions du nord-ouest et du sud-ouest, on sort de ce sujet pour parler, puisque le temps nous tient à la gorge. Camille Nélé, il y a cet article dans le quotidien Le Messager qui parle du chômage des jeunes, un volcan en ébullition. Le Cameroun ne pourra pas être stable si sa population jeune entre 16 ans et plus ne trouve pas du travail. On parle plutôt de 17% de chômeurs, alors qu'en réalité, on ne prend pas en compte ceux qui sont sans qualification professionnelle. Justement, comment pouvait-on en sortir là? Justement, moi, cet article, je l'ai trouvé un peu partiel, dans la mesure où on a basé cet article sur les diplômés qui sont, les jeunes Camerounais qui sont diplômés chaque année. On a parlé de 30 000, et je crois qu'on dit que c'est seulement 7 000 qui trouvent du travail, et les autres sont laissés en bordure de chemin. Non, moi, je pense que le problème du chômage est un problème général qu'il faut adopter sous un angle beaucoup plus holistique et beaucoup plus sérieux. Parce que c'est vrai que le chômage au Cameroun fait des ravages. Mais maintenant, il est dû à quoi? Pourquoi y a-t-il autant de chômage? Tout simplement parce que l'industrie, il n'y a pas d'industrie. Et l'industrie, normalement, absorbe énormément de jeunes. Est-ce que là, le gouvernement n'a pas échoué un peu dans sa politique de planification, de prévision, notamment des prévisions démographiques où on savait très bien qu'au bout de tel nombre d'années, on serait tel nombre d'habitants et que la tranche jeune serait de tel âge? Est-ce que c'est pas ça qui a un peu manqué au gouvernement? Mais pourtant, le gouvernement a même un surplus de techniciens, de statisticiens, de démographes, tous les meilleures intelligences possibles sont là-dedans, mais personne ne prévoit. Mais il y a un principe qui dit que gouverner, c'est prévoir. Peut-être qu'on prévoit, mais on ne prend pas en compte. Mais on prévoit, mais on ne prend pas en compte. On va toujours dire que c'est à cause des difficultés économiques. Regardez le nombre de jeunes qu'absorbe le secteur informel au Cameroun aujourd'hui, qui est le secteur le plus important. Et regardez le nombre de jeunes, tout simplement parce que ces jeunes-là, plutôt que de se livrer au banditisme, on choisit de se débrouiller par leurs propres moyens. Et le secteur informel est un secteur économique qui est devenu incontrôlé. Sans oublier que Camille Nélé, si jamais ceux qui ne choisissent pas de rentrer dans le secteur informel, ils prennent les chemins de la facilité, des agressions en pleine journée et tout ce spectacle qu'on voit au quotidien. Et c'est pour cela que dans nos villes aujourd'hui, on parle de plus en plus d'insécurité, de plus en plus de grand banditisme, de plus en plus même de jeunes qui ont décidé... Des jeunes entre 17 et 26 ans qui agressent, tuent parfois. Mais c'est l'âge idéal pour faire le grand banditisme. C'est pas les vieillards qui entrent là-dedans, c'est les jeunes. Et c'est parce que ces jeunes-là n'ont rien à faire. C'est parce qu'il y a un certain nombre de causes qui ont produit tous ces effets. Qui leur permettent de ne pas avoir le choix. Et moi, je pense que c'est autant de choses que même les partis politiques devraient intégrer dans leur programme, dans leur programme de formation des jeunes. Georges Sémé, je ne veux pas vous revenir là-dessus. Camille a presque tout dit. Parlons de cette sortie de l'intellectuel camerounais Jean-Paul Pougala, qui parle de l'Afrique qui brade ses terres, que d'ici quelques années, l'Afrique risquera de ne plus appartenir aux Africains. On se rappelle qu'au Cameroun, plus de 100 000 hectares de terrain ont été cédés aux Chinois à vil prix. Est-ce que cette inquiétude ne mérite pas d'être soulevée? Elle mérite d'être relevée. Et je crois que nos États aujourd'hui, certes, ils veulent se développer à partir de certaines concessions qu'ils octroient à des États plus puissants qu'eux pour exploiter leur richesse. Mais il faut que ça se passe, mais il faut que ça se passe selon les règles de l'art du foncier, mais les règles de l'art également de tout ce qui encadre la cession de ce type de terre. La souveraineté. La souveraineté d'abord, mais également la prise en compte des intérêts locaux. Parfois, ça se décide au niveau central et hop, un matin, on se retrouve avec des hommes avec des gros chapeaux, avec des gros engins, des sécurités au pied, des chaussures de sécurité avec des gros engins qui viennent prendre des terres sans que les intéressés locaux ne soient consultés. Et ça aboutit parfois à des mouvements d'humeur. On le voit dans la route à des mouvements d'humeur qu'on aurait pourtant pu éviter en associant ces intéressés dans le processus de cession de ces terres. On sait que ce sont des concessions économiques.
il faut également que les projets soient matures et bien élaborés. Peut-être les louer, non les vendre. Tout à fait. Afin que le trésor public camerounais en ressente quelque chose, mais également afin que les populations de cette localité soient intégrées en termes d'emploi, mais surtout considérées, parce qu'on a des retours scandaleux sur lesquels certains opérateurs économiques étrangers utilisent la main-d'œuvre camerounaise non seulement comme une main-d'œuvre servile, mais également elle est méprisée. C'est un spectacle qu'on ne veut plus voir. Des salaires. Exactement. Donc le gouvernement a donc le devoir d'encadrer le processus, mais également d'assurer le suivi des concessions qui sont octroyées à ces opérateurs économiques que nous appelons de tous nos voeux. Et j'apprécie à sa juste valeur le catastrophisme de Jean-Pierre Bokala, mais je crois qu'il est un tout petit peu exagéré parce que nous gardons encore notre souveraineté, mais il faut que ceux qui viennent exploiter nos richesses respectent d'abord notre cadre légal et également qui respectent les règles de travail et de la sécurité sociale. Et donc il appartient donc à l'État d'encadrer tout cela et d'assurer le suivi des concessions qu'il octroie lui-même à ses partenaires. Je ne crois pas que Bokala soit aussi pessimiste que vous pensez. Il est pessimiste et moi je pense qu'il est réaliste dans la mesure où la question qu'il pose est pertinente. Vous savez, quand on vous dit que 100 hectares ou 1000 hectares 100 000 hectares ont été concédés à des Chinois, mais il faut vendus à des Chinois. Vendus. Vous savez, le président avait interdit qu'un étranger n'achète du terrain. On peut parler de concession, comme vous dit Jean-Paul Chouniel, pour ne pas complètement déposséder le pays d'une parcelle de son... On voit même dans la ville de Douala, des expatriés qui achètent des terrains, dressent des immeubles. Et c'est un danger pour le Cameroun. C'est un danger pour les populations riveraines et propriétaires de ces terres, mais c'est un danger pour l'intégrité du Cameroun, parce qu'à un moment donné, comme vous dites, nous allons nous retrouver avec peut-être un quart ou un dixième de ce pays qui appartenant à des Chinois, à des Malais, à des Américains, et on n'aura aucune souveraineté là-dessus. Moi, je pense que l'idéal, c'est effectivement... Dernière question pour sortir, en attendant que la régie nous fasse une dernière question pour sortir. Il y a cette sortie de Charles Mouyeme qui a parlé de Camtovirus qui sévit au Cameroun. Georges Sémé, selon qu'on prononce le nom de Camto à tort et à travers, ou à temps ou à contre-temps, comment comprendre cette lecture de Charles Mouyeme qui estime que ceux qui soutiennent Maurice Kamto en font un peu trop quand on prononce le nom de Maurice Kamto, ceux qui sont contre Maurice Kamto en font aussi un peu trop quand on prononce le nom de Maurice Kamto. Il parle donc de Camtovirus. Alors, Camtovirus, ça m'amuse, mais ça nous renvoie un peu dans le domaine de la santé. Et moi, j'aurais préféré plutôt qu'on parle de Camtomania sévit au Cameroun, parce que Camtovirus, quand même, ce rapprochement entre Camto et il indique que quand le sujet réagit de cette façon-là, c'est qu'il est déjà malade. Il n'y a pas que les anti-Camto qui parlent de Camto. Il y a aussi les pro-Camto qui parlent de lui. Et il a signalé, il a relevé. Et à ce niveau, pour moi, je vois un tout petit peu que le mot virus associé à Camto n'a pas sa place. On peut parler de Camtomania qui sévit au Cameroun. C'est tout à fait normal parce que Kamto, c'est l'homme politique à la mode d'aujourd'hui qui est venu avec une certaine méthode politique, qui a un certain verbe politique également et qui séduit plus d'un. Et je crois que ça devrait être relevé. Et maintenant, chacun est libre de faire les commentaires qu'il veut. Pour moi, personnellement, c'est un brillant avocat. C'était juste en politique de Charles Mouyeme. Voilà, et en politique, je pense quand même qu'il a encore du chemin à faire parce qu'il a fait quelques calculs et erreurs politiques qui risquent compromettre un tout petit peu ses ambitions politiques. C'est tout ça qui fait aussi l'actualité autour de lui. Moi, un mot pour sortir. J'ai beaucoup apprécié ce billet de Mouyeme qui a été écrit sur un ton alerte et plaisant. Et moi, je dis qu'il présente bien les choses. Effectivement, moi, je pense qu'il a raison quand il parle de virus, sans toutefois dénigrer Kamto. C'est-à-dire que c'est une sorte de virus qui est entré dans la tête de ceux qui sont contre Kamto ou de ceux qui sont pour Kamto. Et moi, je pense que c'est ça qui fait l'intérêt de cette analyse. De ce papier qui est si croustillant et si intéressant à lire. Mais pour le reste, moi, je pense qu'effectivement, comme aujourd'hui, il y a des gens, quand ils sont pour Kamto, ce sont de véritables talibans. Quand les autres sont contre Kamto, ce sont de véritables djihadistes. Donc, on se retrouve dans une situation où Kamto est au centre des passions. Et moi, je pense que Mouyeme, ce billet de Mouyeme est très intéressant. J'ai envie de dire que c'est un bon sociologue. Voilà. Dans tous les cas, c'était tout pour la revue des grandes, une sacrée Charles Mouyeme. Mais la pensée du jour, si tu veux aller loin, marche seul. Si tu veux aller vite, marchons ensemble. Si tu veux aller loin, marche seul. Si tu veux aller vite, marchons ensemble. C'est un proverbe touareg. Madame, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la revue des grandes une. Rendez-vous lundi avec Flavien Valendogo. Entre-temps, restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 nos élites qui démarquent dans quelques instants.